Et j'ai eu la chance de faire la connaissance de Yuri Stepanovich Rybnikov et il a passé un peigne dans ses cheveux et une fois, nous avons vu une charge. Le courant électrique est apparu comme un produit secondaire. Personne n'a jamais vu l'électron. Les particules en poudre, elles restaurent leur charge. Toutes les substances sont constituées de charges électriques. Bonjour chers spectateurs. Nous vous accueillons à nouveau dans notre podcast. Nous poursuivons notre série. Et je m'appelle toujours Alexandre Salvatov. Mais aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Il s'agit de Victor Tenov, fondateur du projet Electroatom. Mais je pense que cette fois, ce sera bien plus intéressant et riche. Il va se présenter lui-même. Victor, un grand merci d'être venu. Merci de nous avoir accordé du temps. S'il vous plaît, partagez avec nos spectateurs. Parlez-nous plus en détail de qui vous êtes, de ce que vous faites et de votre lien plus profond avec le projet Electroatom. Oui, Alexandre, ces derniers temps, on me demande souvent de parler de moi. Et j'ai toujours envie de le faire d'une manière différente pour que cela ne sonne pas toujours pareil. Et je suis le fondateur du projet Electroatom. Nous parlerons plus tard de ce qu'est ce projet, mais pour l'instant, parlons de moi. Je ne sais même pas par où commencer, pour être honnête. Mais peut-être devrais-je commencer par mon enfance, pour ainsi dire. Oui, parce que en réalité, ce projet et moi, oui, nous ne faisons qu'un, car il a commencé dans ma lointaine enfance. Maintenant, j'ai déjà 41 ans, je crois. Et ce projet a commencé, enfin selon moi, si on compte, quand j'avais environ 7 ans. Oui, pourquoi ? Je vais expliquer. Mon père, bien que je n'ai pas de formation technique, était un inventeur, un vrai, un don de Dieu, vraiment. Il avait toutes sortes de gadgets, plein de choses. J'étais simplement curieux de voir ce qu'il faisait, comment tout cela se passait. J'ai toujours été attiré par ça, et lui, de temps en temps, pas trop souvent, mais pas rarement non plus, il me prenait comme ça sous les bras, me mettait sur ses genoux et disait « Allez, soudons ça à ceci, raccordons ça là », et ainsi de suite. Bref, depuis mon plus jeune âge, oui, depuis cette époque-là, ça m'a plu. Et j'ai eu comme une sorte d'esprit inventif, créer quelque chose de nouveau. Oui, créer quelque chose de nouveau, inventif, une sorte d'initiative comme ça est apparue. Voilà, mais la vie a continué et il y a eu un moment important, marquant dans notre pays dans les années 90 où en fait tous les inventeurs, toutes ces personnes créatives et innovantes n'intéressaient plus vraiment personne, plus aucun individu ou institution. C'est-à-dire qu'il fallait gagner de l'argent, oui, et bien sûr, tout le monde voyait que le principal moyen de gagner de l'argent, c'était d'aller étudier l'économie. Ou encore le droit, les économistes, les juristes. À l'époque, je me souviens, c'était la mode, une sorte de tendance, voilà. Et bien sûr, ça m'a aussi touché, donc on m'a envoyé étudier ici à Tomsk, naturellement, à la faculté d'économie, donc j'y suis entré et j'ai étudié l'économie, mais j'ai toujours eu cette attirance, voilà, pour quelque chose, pour l'innovation, pour certaines inventions, oui, pour créer quelque chose. Ça m'a toujours beaucoup plus intéressé que toutes ces affaires économiques, mais en principe, l'économie, aujourd'hui, cette formation économique, elle m'aide aussi. Et j'ai eu la chance de faire la connaissance de Rybnikov Yuri Stepanovich, qui est déjà un professeur de renommée mondiale, à Moscou et à l'Institut. Voilà, et il s'occupait de la friction, comme je l'ai déjà dit, et la friction, c'est déjà un processus fondamental. Et donc, quand nous nous sommes rencontrés, nous avons commencé à discuter et nous avons créé ensemble une entreprise conjointement qui s'occupait de l'élimination de l'usure dans les assemblages soumis à la friction. En fait, c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui, si cela intéresse quelqu'un. Voilà, la résolution des problèmes dans les assemblages de friction. Et notre entreprise s'appelait le Centre scientifique et technique Tribel 2, oui, parce qu'à l'origine, Yuri Stepanovich Rybnikov avait sa propre entreprise. Il en était l'unique propriétaire et elle s'appelait Tribel. Voilà, mais qu'est-ce que Tribel ? C'est le mot triboélectricité. Eh bien, c'est encore une fois la friction, n'est-ce pas ? Oui, nous, en fait... En réalité, nous parlions par thème. Voilà, oui. Voilà pourquoi notre entreprise s'appelait Tribel 2. Parce que, eh bien, Yuri Stepanovich Rybnikov pensait que, voilà, il y avait déjà Tribel, mais on ne pouvait pas l'appeler pareil, alors il l'a appelé Tribel 2. Bon, ce sont en quelque sorte des détails, des subtilités. Mais pourquoi Tribel 2 ? Eh bien, tout simplement parce que c'était comme ça, parce qu'il y en avait déjà un, voilà. Et donc, en fait, c'est sur la base de cette entreprise que j'ai commencé à apprendre. Rybnikov m'a transmis toutes ses connaissances.
Il est venu me voir ici à Tomsk, il m'a apporté son tribogénérateur, et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à travailler sur ce que nous appelons aujourd'hui les centrales électriques. Oui. Oui. Oui, voilà, la maquette dans ce cas. Voilà, en fait, Ribniko Teyu Stepanovich m'a apporté son tribogénérateur qu'il avait fabriqué tout à fait par hasard, comme cela arrive souvent. En fait, c'était encore à l'époque soviétique, c'était l'Union soviétique. Et à l'époque, la peinture en poudre venait tout juste d'apparaître, elle commençait à être utilisée, oui, c'était une sorte de nouveauté, une nouvelle variété. Et pour charger la poudre, afin qu'elle adhère à la pièce, il y avait d'énormes machines, qui produisaient une haute tension pour que nos spectateurs ne se fatiguent pas trop à comprendre, oui. Voilà. Oui, alors un matin, Yuri Stepanovich s'est réveillé tranquillement, il s'est soigneusement lavé les cheveux, oui, puis il a pris son temps pour passer un peigne dans ses cheveux épais, et hop, soudainement il y a eu une charge, ça s'est électrisé. Oh. Et il s'est dit, pourquoi avons-nous besoin de ces énormes machines qui sont nocives, qui produisent une haute tension, créent un champ à travers lequel les particules de poudre volent, elles reçoivent une charge, oui, et elles s'aimantent à la pièce mise à la terre. Il s'est aussi demandé, pourquoi avons-nous besoin de toutes ces choses nocives, si, d'un simple geste, on obtient le même effet? Tout devient plus accessible, plus simple, sans autant de complications. Et il s'est dit, et si je fabriquais un appareil comme ça, un appareil qui chargerait la poudre, et voilà. Et il a réussi à le faire, même s'il y avait des opposants qui lui disaient « Mais où vas-tu, Ribnikov? Même les Japonais n'y arrivent pas. Et toi, tu crois que tu vas y arriver, espèce d'idiot? Où tu vas ?» Finalement, il a réussi à le faire. Il a fabriqué tout ça, cet appareil, pour l'application de peinture en poudre, son propre triboélectrique. Il l'a breveté dans 5 pays. Oui, et d'ailleurs, le Japon en faisait partie. Oui, le Japon. Je ne me souviens plus exactement lesquels, mais c'est indiqué sur notre site. Si quelqu'un est intéressé, il peut aller voir et lire. Voilà, je me souviens que le Japon y figure bien, parce que vous lui aviez parlé des Japonais, et il a tenu à... Oui. Il a tenu à le breveter là-bas. Oui, il l'a fait exprès. Voilà. Et en fait, ce tout premier générateur triboélectrique qu'il a fabriqué, il me l'a apporté. Oui. J'ai donc un objet aussi légendaire que celui-là. On peut appeler ça un objet d'exposition? Oui, on peut effectivement appeler ça un objet d'exposition. Mais d'ailleurs, il fonctionne mieux que tous les autres. Oui. Et voilà en quoi consistait l'astuce de ce générateur triboélectrique, en fait, de ce chargeur triboélectrique pour peinture en poudre, c'est comme ça que ça s'appelle. En quoi consistait l'astuce? Si tu ne détournes pas le courant électrique qui se forme lorsque les particules de poudre traversent le corps du générateur triboélectrique, tu vas te prendre une décharge. Là, ça peut aller jusqu'à 200 mA. Pour une personne, c'est déjà, on le sent bien. Et la tension là-bas, en fait, elle est vraiment présente. C'est carrément fou. Oui, il y a un arc comme ça. Si tu ne le détournes pas, oui, c'est comme un taser, pour ainsi dire. Si tu ne détournes pas le courant électrique, tu vas te prendre une décharge. Voilà, c'était ça le point clé. Le courant électrique était un produit dérivé que l'on pouvait collecter et transporter n'importe où sur la planète. Et peut-être même au-delà. Cela rappelle beaucoup l'histoire où une pomme est tombée sur la tête de Newton et il a découvert la loi par hasard, une découverte en entraînant une autre. Voilà, c'est comme ça que Yuri Stepanovich s'est dit « Pourquoi ne pourrais-je pas fabriquer un générateur ?» Cet échantillon qu'il m'a apporté, ce tribogénérateur à lui, on peut déjà, en principe, le considérer comme un tribogénérateur. La seule chose, c'est qu'il fallait le rendre industriel, en version industrielle, tout simplement. Et trouver un moyen, ou plutôt comprendre le second composant de cette centrale électrique, le fait que les particules en poudre restaurent leur charge. Oui, et il a aussi mesuré cela. Donc le principe est très simple. Ainsi, lorsque la particule de poudre traverse le corps du générateur triboélectrique, et ce que je vais dire maintenant, il l'a ensuite prouvé expérimentalement. On obtient une charge électrique et il a prouvé expérimentalement que la charge provient précisément de la matière, c'est-à-dire de la particule de poudre. Autrement dit, elle n'est pas créée à partir de rien, mais elle est extraite de la particule. Oui, c'est-à-dire qu'on n'obtient rien à partir de rien.
On ne peut pas simplement prendre une sorte d'énergie libre, il n'y a rien de tel à ce moment-là. C'est vraiment élémentaire. Si vous prenez quelque chose, vous le prenez forcément de quelque part, à partir de quelque chose. On n'obtient rien à partir du vide. La charge électrique, elle provient précisément de la particule. Nous n'allons pas discuter maintenant de sa nature exacte. Tout le monde dit que c'est une charge statique, etc. D'ailleurs, on peut en parler. Puisque le sujet est lancé, la charge n'est pas statique. Pourquoi ? Parce que nous la détournons. Et là, il s'agit déjà de dynamique. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Et tout cela est enregistré, bien sûr, par des instruments. Voilà qu'une particule de poudre est passée. Et d'ailleurs, pourquoi prenons-nous la charge d'une particule de poudre ? C'est une telle étude, le même Rybnikov. Il ne l'a pas menée seul, ils l'ont fait ensemble avec leurs collègues dans leur institut. Donc, la particule de poudre, pourquoi prenons-nous précisément la charge de la particule ? Parce qu'il existe un appareil appelé l'électrographe de Paul, un appareil de ce genre. Et donc, si nous prenons une particule de poudre que nous avons fait passer, c'est-à-dire que nous avons frotté pour ainsi dire, et une particule de poudre que nous n'avons pas frottée. Alors, pour la particule de poudre que nous avons frottée, la température d'inflammation, c'est-à-dire qu'il en faut moins pour cela. Et en quelque sorte, un second passage à travers le tribogénérateur donne un courant plus important. C'est ce que l'électrographe de Paul enregistre. Mais si la particule n'a pas été passée, qu'on ne l'a pas frottée, alors elle nécessite une température plus élevée pour s'enflammer et elle produit moins de courant lors du premier passage. C'est ainsi que, de manière conditionnelle, Cosfin prouve que nous tirons l'électricité précisément de la particule de poudre. C'est-à-dire que lorsque nous avons extrait la charge de la particule, nous l'avons détruite. C'est ce qu'on appelle l'usure. C'est bien. Ce qu'on appelle l'usure. C'est ce qu'on appelle l'usure. Nous avons en quelque sorte usé cette particule de poudre et ainsi elle s'échappe avec une charge insuffisante, traverse l'espace et se dépose sur la pièce mise à la terre. Précisément, mise à la terre, c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que, au moment où la particule de poudre touche la pièce métallique, une charge lui parvient depuis la terre. Et elle se recharge. Oui, et elle... C'est grâce à cela qu'elle adhère, qu'elle s'aimante, pour ainsi dire. Comme nous, les physiciens, en cours. Je ne sais pas si on le fait encore aujourd'hui, mais avant, nous le faisions. On prend un bâton, on le frotte sur les cheveux, et hop, les petits bouts de papier s'y collent. Mais il n'y a pourtant aucun matériau magnétique là-dedans. Les bouts de papier ne sont pas magnétiques, et le bâton même en ébonite n'est pas un matériau magnétique non plus. Et pourtant, il s'aimante. C'est un peu comme de la magie. En réalité, c'est une propriété de la charge électrique. Attirer, repousser et faire tourner. C'est ce que fait la charge électrique. Et c'est pour cela qu'elle adhère à la pièce mise à la terre. Et au moment où elle colle, lors de l'adhésion des particules de poudre, un courant circule depuis la terre. Et cela se fixe tout simplement. Autrement dit, une particule qui n'a pas assez de charge commence à la reconstituer. Autrement dit, les charges provenant de la Terre prennent place là, dans la particule de poudre, et elles se rechargent en quelque sorte. Nous l'avons en quelque sorte épuisée. On peut dire pour simplifier que c'est comme quand on branche un appareil pour le recharger. Ici, la prise électrique, ici c'est bien la planète, notre Terre. Notre planète, c'est une énorme prise électrique, chers amis. C'est comme une pomme. Ici, on a pris, et là, cela est parti vers le consommateur. Et en fait, c'est aussi dans le champ, n'importe quel appareil qui est un consommateur. Une ampoule ou n'importe quoi d'autre. De toute façon, tout cela retourne à la Terre. Tout cela retourne dans le champ de la planète. C'est un cycle. Oui. C'est pour cela que notre planète vit. Parce qu'il y a un échange constant de charges, c'est comme ça que ça s'appelle. Je commence à remarquer que notre podcast devient non seulement utile pour ceux qui s'intéressent au projet Electratom, mais qu'il peut aussi être utile pour les enfants qui sont simplement curieux de l'aspect scientifique. Certains aiment la physique et apprennent en ce moment beaucoup de choses sur l'électricité, sur les charges, sur le fait que, par exemple, le sable peut être chargé et que la Terre, notre planète, est une grande prise électrique. Des termes très intéressants. Ce sera curieux. Alors, oui, c'est vraiment très généralisé. Eh bien, à peu près comme ça. Et c'est pour cela que les particules en poudre se régénèrent. Mais elles ne se régénèrent pas complètement,
Selon les mesures, elles se régénèrent jusqu'à 85% et nous les envoyons. Nous pouvons collecter ces particules en poudre et les renvoyer à nouveau pour produire de l'électricité. C'est précisément la charge que l'on extrait d'elles, puis on les régénère à nouveau. Et comme Vous l'avez dit, Irsat, déjà après le premier passage où l'électricité est extraite, et après la régénération, l'électricité est extraite de façon plus efficace. Et tout cela Continue de la même manière, pourquoi ? est-ce plus efficace? Parce que cette particule en poudre a une taille de 20 microns. Et plus la particule est fine, plus il est facile d'en extraire la charge. Pourquoi? Parce qu'elle tend vers une taille atomique selon notre théorie. Je pense que Rybnikov n'a pas travaillé sur des théories. Tout est constitué de charges électriques. Comment l'a-t-il prouvé? Il prenait toutes les substances et les faisait passer à travers son tribogénérateur. Et nous n'en connaissons que 3 types. Ce sont les conducteurs, les semi-conducteurs et les diélectriques. C'est exact, tout le monde les connaît. Et il prenait des poudres, par exemple, il faisait passer de la poudre métallique à travers son tribogénérateur. Ce tribogénérateur est de second ordre. Il a fait passer de la poudre métallique dans un tribogénérateur métallique et les a fabriqués spécialement. Eh bien, pour vérifier. Expérimentalement ? Certainement. Oui, et même des formules en sont dérivées. Formule, génération, courant, pour les poudres, pour les gros morceaux. Tout y est. Tous, au moins c'est un manuel maintenant, n'est-ce pas ? Oui, tout est prouvé, tout est là. Et tout cela fonctionne, tout cela a été vérifié. Eh bien, c'est exact. Oui, c'est justement là tout le charme de Rybnikov Yuri Stepanovitch, c'est que chacun peut vérifier. Par exemple, nous ne pouvons pas vérifier le collisionneur d'Andron, vous comprenez ? C'est compliqué ? Oui. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, en réalité ? Eh bien, ils essaient d'obtenir la particule qui donne sa masse à la matière. C'est ce qu'ils essaient là-bas. En fait, ils essaient d'obtenir la particule la plus dense possible. Mais comment peut-on obtenir une particule dense dans le vide s'il densifie tout à chaque fois ? Et en plus, ils font ça en faisant entrer en collision des charges électriques. Ils injectent de l'électricité, oui, et ils provoquent une explosion qui densifie tout à chaque fois. Et comment ils veulent obtenir ça ? Enfin, c'est toute une autre histoire. En tout cas, nous, on ne peut pas vérifier. Ils peuvent seulement nous dire, nous avons découvert une particule, une sorte de particule ultra légère. Sa durée de vie est de 0,00002 secondes. Elle a telle propriété et elle s'appelle, par exemple, le newtonium. Bon, voilà ce que vous avez découvert. Un nom. Mais Pratiquement, ça n'a aucune valeur supplémentaire. C'est juste un nom. Bon, alors quoi ? Ça n'apporte rien. Oui. Voilà, sa durée de vie, voilà, c'est tout. Ce sont encore des propriétés qu'ils arrivent à déterminer d'une manière ou d'une autre. Des propriétés comme ci, comme ça, comment ils font, je ne sais pas. Je vais peut-être utiliser ces connaissances quelque part dans la cuisine, non ? Oui, oui. Il y a même chez eux des particules dont les propriétés ne sont même pas définies. La durée de vie là-bas, c'est tout. Ce sont des propriétés non définies. La particule s'appelle comme ça. Bon, d'une certaine manière. Comment tout cela fonctionne-t-il ? C'est juste comme ça. Nous, on ne peut pas vérifier ça. Mais chez Rybnikov, pas de problème, on prend et on vérifie. Voilà, tous les instruments sont disponibles, ils se vendent en magasin, allez-y, prenez-les, faites-le. En gros, il passait en revue les conducteurs, les semi-conducteurs, les idées de l'électricité. Et malgré tout cela, lorsqu'il faisait passer toutes ces poudres à travers son tribogénérateur, eh bien, des poudres, par exemple de la poudre d'aluminium ou bien de la poudre de semi-conducteur, le plus connu, c'est le graphite. Oui, le plus connu, c'est le carbone. On prend de la poudre, du carbone, on la fait passer à travers le tribogénérateur. En somme, malgré tout cela, il n'obtenait toujours qu'une seule chose, un courant électrique continu. Et pour le courant électrique continu, sur le graphique, c'est une ligne droite. C'est-à-dire, si on trace le graphique, il y a une ligne droite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de composante négative. Celle qu'a inventée Benjamin Franklin, je ne me souviens plus, en 1800 ou 1700 et quelques, les plus et les moins, oui, ceux sur lesquels tout le monde s'appuie aujourd'hui, il les a inventés en quelque sorte pour simplifier. Pour que ce soit plus facile à expliquer, à exposer l'idée. Eh bien, en fait, en réalité, de toutes ces explications simplifiées est née cette théorie de l'électron, celle avec le signe moins. Oui.
Et dans le courant continu, donc il n'y a pas d'électrons là-bas, il n'y a pas de composante négative. Où est-il passé alors ? C'est justement ça, la question avec l'électron. C'est quoi le truc ? Le truc, c'est que personne n'a jamais vu d'électron. Et il a été créé au bout de la plume de Pyrrha. Rien de plus. Et ça, on le sait à l'Académie des sciences, et il y a un lauréat du prix Nobel, Jorès Alferov, tu le connais peut-être. Et donc, quelque part, il a rencontré des étudiants, et les étudiants lui ont posé cette question. Il y a même un enregistrement. Y a-t-il un électron ? Et il lui a dit que, pour être honnête, personne n'avait vu d'électron. Et il y avait un tel rayon X dans lequel il a interdit à son laboratoire d'utiliser le terme électron, car personne ne l'avait jamais vu, il n'y a pas besoin d'opérer avec des inventions. Seulement, Oui, ce que nous pouvons prouver expérimentalement. Nous avons simplement défilé pour le montrer expérimentalement. chers amis, vous pouvez écrire dans les commentaires sous cette vidéo ce que vous en pensez. L'électron existe-t-il ? Avec quels travaux scientifiques avez-vous été confrontés et peut-être connaissez-vous certains termes scientifiques ? Ce serait intéressant. Bien sûr, la science consiste toujours à rassembler des informations. Plus nous en savons ensemble, plus nous pouvons avancer. Peut-être qu'il y aura dans les commentaires une personne qui racontera et prouvera quelque chose de nouveau, qui expliquera et révélera quelque chose de nouveau non seulement par des arguments scientifiques, mais aussi par des preuves matérielles concrètes, comme l'a fait un jour ce Rubnikov. Nous attendrons donc, comme on dit, avec impatience. Et voilà, les physiciens aussi veulent créer une théorie unifiée du champ. Tu as peut-être entendu parler de cela. Ils n'y arrivent pas depuis déjà 200 ou 300 ans. Ils ne parviennent pas à élaborer cette théorie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un plus et un moins. Et quand le plus et le moins se rencontrent, il se produit ce qu'on appelle une annihilation, c'est-à-dire une destruction. Alors, comment voulez-vous créer une théorie unifiée du champ si, dès le départ, vous avez différentes particules, les soi-disant charges ? Mais si vous partez du principe, comme le montrent les expériences, que la charge est électron neutre, alors la théorie du champ apparaît automatiquement. Exactement. Eh bien, chez Yuri Stepanovich Rubnikov, il n'y a pas seulement des mathématiques, mais aussi de la physique. Il a en fait unifié la physique, les mathématiques, la chimie et la langue maternelle, tout en une seule connaissance. En fait, c'est une connaissance unifiée qui, comme il le disait, a été fragmentée et divisée, de façon intentionnelle afin de contrôler, D'une certaine manière, en gros pour qu'il soit plus facile de contrôler les gens. Il a aussi un tableau périodique. Nous connaissons le tableau périodique de Mendeleïev, qui en réalité n'est pas périodique, parce qu'il n'y a pas d'élément de périodicité dedans. Peu de gens y réfléchissent, et à l'école, on ne nous en parle pas. Mais il n'y a pas d'élément de périodicité dedans, c'est pourquoi, en fait, elle n'est pas périodique. Et ce tableau périodique qu'on nous montre à l'école est en réalité déformé. En fait, Dmitri Ivanovitch Mendeleïev avait un tableau un peu différent. Et l'Académie des sciences est au courant de son existence. Et ce tableau se trouve au musée Mendeleïev à Saint-Pétersbourg. Si vous y allez, si cela vous intéresse, vous pouvez visiter le musée Polytechnique. Il y a une petite section consacrée à Dmitri Ivanovitch Mendeleïev. Et là-bas, il y a justement ce tableau, et dans ce tableau, il y a une rangée 0 et une période 0. Et cet hydrogène, qui actuellement occupe la première place, si vous regardez le tableau aujourd'hui, l'hydrogène est en premier. Chez Mendeleïev, il n'est qu'en 3e position, parce qu'il y avait encore X et Y. Il y avait une rangée 0 et une période 0. Là se tenait X, parce que Mendeleïev a compris qu'il doit y avoir une particule à partir de laquelle tout est constitué, avec quelque chose a tout commencé très tôt. était considéré comme nul. C'est important. Très important. Autant que je sache, le tableau de Mendeleïev, généralement accepté et désormais connu dans le programme scolaire, a été réalisé en principe, spécifiquement pour faciliter la perception. Mais il existe aussi de nombreuses théories selon lesquelles il y aurait encore différentes variantes. J'ai vu un tableau circulaire de Mendeleïev avec ses propres schémas, différentes approches. Voilà. Malheureusement, c'est ce manque de connaissances, de brevets. En fait, c'est une violation des droits d'auteur de Mendeleïev. Parce qu'en réalité, c'est lui qui l'a breveté. Et maintenant, il n'est plus là. Et il n'y a personne pour s'en préoccuper. Et maintenant, on peut en faire une triangulaire ou n'importe quelle autre forme, comme on veut. Et pourquoi donc ? Parce qu'on ne peut pas la mathématiser.
Alors pourquoi la modifier ainsi? Parce qu'on ne peut pas la mathématiser avec la grande science qu'est les mathématiques. Elle peut tout faire, absolument tout, vraiment, calculer tout ce qu'on veut, mais elle ne peut pas calculer le tableau de Mendeleïev. Ah, donc il s'avère que si les mathématiques pouvaient unanimement peut-être d'une certaine manière donner la structure, alors, elle serait restée figée. non. Vous n'auriez pas pu la modifier de quelque façon. Ni en carré, ni en cercle, les mathématiques ne pourraient rien y faire. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'élément de périodicité, donc pourquoi n'est-il pas là? Il a été supprimé, il y avait X et Y. Ils ont été supprimés. Voilà, c'est mathématique. Zelensky, conspiration sélénienne, appelez ça comme vous voulez. Ils ont trouvé ce nombre de masses de l'unité de carbone parce que, pourquoi ont-ils eu cette idée? Car jusqu'à présent, personne n'a même séparé un atome d'un autre. Et personne n'a dit qu'il s'agissait de le peser d'une manière ou d'une autre. Mais eux disent qu'ils ont classé la particule par masse, Mendeleïev l'a classée par masse. En somme, Rybnikov a dû, lui aussi, tout vérifier à ce sujet, d'ailleurs. Et il s'est dit que, d'une certaine façon, tout cela ne collait pas. Si nous examinons ce tableau dans des conditions normales, il est écrit chez eux que les éléments sont classés par ordre croissant. On nous dit que l'oxygène est bivalent dans tous les composés alors qu'il se trouve dans la 6e colonne de valence. Pourquoi? Eh bien, ils commencent à dire quelque chose, ils parlent beaucoup, ils parlent. Mais si, disons, on leur demande de donner des définitions, ils ne le feront pas. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de questions là-bas. Autrement dit, on te répond à cette question, mais toi, oui, tu as encore plein d'autres questions, et elles sont toutes théoriques, et il est impossible de les vérifier. C'est tout simplement impossible. C'est comme si tout cela n'était qu'une pure invention. En réalité, c'est bien le cas. Si un chimiste s'assoit et essaie de s'expliquer pourquoi l'oxygène est divalent alors qu'il se trouve dans la 6e colonne de valence, il n'y arrivera pas. Honnêtement, s'il le fait non pas pour de l'argent, mais honnêtement. Je vais me noter ça comme devoir à la maison. J'ai des amis chimistes. Oui, et là, quand vous leur poserez la question, vous aurez plus de questions que de réponses. C'est vraiment comme ça. Et ensuite, je vais vous donner la réponse et vous leur proposerez cette option. Comme l'a fait Rybnikov. Il a organisé le tableau périodique selon le seul paramètre qui existe dans la nature et que nous pouvons mesurer. C'est la densité. Oui, et il a classé les éléments selon leur densité. Et le tableau s'est retrouvé complètement inversé, oui, à l'opposé. Et l'oxygène s'est retrouvé dans la 2e rangée de valence. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est pourtant le cas. Si l'on classe les éléments par densité, encore une fois, Yuri Stepanovich l'a fait lui-même avant même la parution du livre de J. Emsley intitulé « Les éléments ». Il y a un scientifique aux États-Unis, J. Emsley, et il a publié un livre intitulé « Les éléments ». Et dans ce livre, il a proposé de classer les éléments selon leur densité. Et donc, quand il a fait cette proposition, Rybnikov l'avait déjà fait auparavant, et il attendait simplement, il avait besoin d'un prétexte pour dire quelque chose. Ce n'est pas moi qui ai proposé cela, c'est que moi je l'ai fait. Lui, il l'a proposé, et moi je l'ai fait. Et voilà, regardez, c'est comme ça que j'y suis arrivé. C'est ainsi que ce tableau est devenu périodique. Oui, il est devenu périodique selon 5 paramètres de périodicité. Il est devenu mathématisé. Immédiatement. Automatiquement, il est devenu mathématisé. Tous les éléments, si ce sont des semi-conducteurs, ils se sont tous alignés sur une même ligne, les uns sous les autres. Si ce sont les diélectriques, en fait, se sont révélés être des gaz. Ils sont en fait les ancêtres. En général, si on les classe par densité, on obtient du moins dense au plus dense. Et si ce sont des matériaux qui possèdent des propriétés magnétiques, comme on les appelle, ils sont tous alignés les uns sous les autres. Ce n'est pas lui qui les a placés ainsi de façon spéciale. Ils se placent ainsi automatiquement. Si ce sont des conducteurs, ils sont tous alignés sur une même ligne, les conducteurs. Comment est-ce possible? Des miracles. Mais ce ne sont pas des miracles, pas du tout. Et quand il a fait cela, il a obtenu 4 héliums, mais à ce moment-là, seuls 3 héliums étaient connus. Hélium. Oui, enfin, d'une certaine manière, il se pourrait que le 4e hélium existe, mais après que le sol lunaire a été rapporté, c'est justement là qu'on a découvert le 4e hélium dans le sol lunaire. Hélium 4. Et mathématiquement, il avait été prédit auparavant. Voilà comment ça se passe. C'est grâce aux mathématiques.
Oui, les mathématiques. Eh bien, il se trouve que Rybnikov a à la fois une ligne 0 et une période 0, comme Mendeleïev. C'était le cas, c'est-à-dire qu'il existe une particule, celle que tout le monde cherche, la particule de Dieu. Oui, c'est celle qui donne la masse à la matière. C'est la charge électrique. Il s'agit d'un nitrate électrique et il a la forme d'une boule. Parce que dans la nature, tout. Viser la balle, nous pouvons vérifier cela en faisant exploser, par exemple, une bulle de savon, oui. Cela ne s'avère pas être un carré. Et en général, tout dans la nature tend à prendre la forme d'une boule, si c'est le cas. Partout où nous regardons les choses naturelles, c'est tout. Même lorsque les gens mangent beaucoup, ils tendent aussi à Prendre la forme d'une boule. Oui. tout à fait exact. Vous venez de mentionner une particule telle que la particule de Dieu. Mais en science, elle est plus souvent connue sous le nom de boson de Higgs. Pourriez-vous en dire un peu plus à nos spectateurs, s'il vous plaît? Peut-être avec des mots simples ou peut-être avec des termes scientifiques. C'est très intéressant. Je peux l'expliquer en des mots très simples. C'est la particule de Dieu. Ce n'est pas que le boson de Higgs soit un scientifique, comme s'il y avait un certain Higgs qui aurait découvert la particule. Une particule qui serait composée de 3 autres quarks. Ces quarks avaient un certain nom. J'explique très simplement pourquoi on l'appelle le boson de Higgs. Si nous prenons et écrivons le nom de famille Higgs en russe, Higgs vraiment, nous écrivons Higgs, alors nous obtenons simplement la lettre H. Si vous pouvez afficher cette inscription ici, oui, Higgs. Nous obtenons simplement la lettre H. C'était la particule H. Et je pense qu'il n'y avait aucun scientifique nommé Higgs qui aurait soi-disant découvert cette particule qui se divisait encore en 3 quarks qui s'appelaient d'une certaine façon. Et puis il y avait aussi le Higgs de G. Il y avait le Higgs, qui aussi avait découvert quelque chose là-bas. Il y avait là-bas des bosons, des dudons ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus de leur nom, mais même cela, oui, n'a plus vraiment d'importance fondamentale. Parce qu'on ne peut même pas vérifier tout ça, d'aucune manière. Ils peuvent dire absolument tout ce qu'ils veulent, sans jamais rien prouver en fait. Et puis par exemple, quand tu arrives dans une organisation et que les gens qui y travaillent commencent à te dire « mais si, on a trouvé, on a prouvé », tu te demandes vraiment « mais bon sang, où est-ce que vous prenez tout ça ?» Ce ne sont évidemment que des spéculations purement théoriques. Eh bien, ici, avec ce collisionneur, le LHC, il cherche vraiment quelque chose, oui, cette fameuse particule de Dieu. Mais pour la trouver, il suffisait juste de frotter 2 objets et c'est tout. En réalité, tout se trouve justement dans ce frottement. Et en étudiant justement ce processus de frottement, d'ailleurs, avant Rybnikov, Dubinin s'était déjà penché sur cette question, oui, et lui aussi on l'a un peu perçu différemment, c'est-à-dire comment il ne comprenait pas d'où venait la charge, c'est-à-dire qu'il ne se posait pas la question comme Rybnikov, à savoir si elle était statique ou dynamique, mais plutôt d'où venait-elle en fait. Il s'avère que si nous frottons 2 morceaux, disons de métal, oui, des morceaux métalliques, nous les réduirons en poudre. En poudre et ils disparaîtront quelque part, c'est ce qu'on appelle l'usure invisible. Oui, bien sûr. Chez les mécaniciens, voilà, il est parti quelque part, on ne sait pas où, mais si nous branchons dans ce circuit un appareil qui nous montre l'électricité, alors nous verrons qu'un courant électrique circule, un courant électrique continu d'ailleurs, et pendant tout ce processus, tant que nous frottons les 2 morceaux, nous n'obtiendrons qu'un courant électrique continu. Pourtant, la matière ne disparaît pas. Alors où est-elle passée ? Elle s'est transformée en courant électrique continu, ce qui signifie que toutes les substances, eh bien, il a frotté toutes les substances, sont constituées de charges électriques parce que nous n'avons obtenu qu'un courant électrique continu. Et la formule est simple. Le travail de déplacement est égal au travail de sortie de la charge. Lorsque vous déplacez une surface sur une autre, vous effectuez 2 travaux. Le travail de déplacement, que les mécaniciens aiment, et le travail de sortie de la charge. Et ces 2 composantes ont été séparées. L'une a été donnée aux mécaniciens, l'autre aux physiciens, voilà tout. Mais c'est un seul processus. C'est un seul processus. On ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Et c'est là que la confusion apparaît chez eux. Personne ne sait ce qu'est l'usure. Il n'y a pas de définition. Ce qu'est l'électricité. Il n'y a pas de définition. Parce qu'on a séparé ce qui faisait partie d'un tout, et ce n'est qu'ensemble que cela peut fonctionner pleinement. Si vous
Mais si vous unissez le travail de déplacement à celui de la sortie de charge, alors là, vous commencerez à avoir une image complète de la compréhension du monde en général. Si nous partons du principe que toutes les substances sont constituées de charges électriques et que la charge est électroniquement neutre, alors par exemple notre table est elle aussi composée de charges électriques, elle a une certaine densité. Et si nous prenons uniquement la densité comme base, ces charges électriques, selon le principe des poupées russes, se compactent les unes dans les autres, comme si elles s'emboîtaient. Oui, voilà deux charges, elles ont deux champs, un troisième champ se forme, et ainsi elles construisent la matière dans certaines conditions. Dans certaines conditions, on obtient de l'or, dans d'autres, du fer, dans d'autres encore, autre chose. Donc, il faut une certaine... Donc il vous reste à déterminer les conditions spécifiques pour chaque substance? Oui, précisément pour chacune d'elles. Pour chaque substance, et nous pouvons créer ces substances, eh bien, voilà, si. Ça semble logique. Eh bien oui, en fait, elles se compactent les unes dans les autres, et cela donne une substance solide. Pour les séparer, il faut frotter, et ainsi on obtient un courant électrique. Et le courant électrique ne s'obtient que par frottement, rien d'autre. Il n'y a pas d'autre processus. Tout le monde parle tout de suite des panneaux solaires, mais dans les panneaux solaires, il n'y a pas de frottement. C'est déjà une collecte prête de charges électriques. Oui, c'est le soleil, tout simplement. Rien de plus. Vous collectez des charges prêtes à l'emploi, et c'est tout. Pour tout le reste, vous faites tourner une turbine, soit avec de l'eau dans une centrale hydroélectrique, soit avec de la vapeur dans une centrale nucléaire, mais vous faites tourner, il y a du frottement, quoi qu'on fasse. Où que l'on aille, le frottement reste toujours présent. Voilà pourquoi tout le monde parle aussi de Nikola Tesla qui, en réalité, a fait passer l'humanité du courant continu au courant alternatif. Mais qu'est-ce que le courant alternatif ? C'est un courant interrompu, il n'est pas vraiment alternatif. On dit que les pôles changent, mais en réalité, rien ne change. Il est simplement interrompu. 50 Hz, tu as peut-être entendu parler. Dans la prise, il y a 220 volts et 50 Hz. Oui, ces deux scientifiques y vivent et nous produisent de l'électricité. Donc, ce courant est simplement interrompu à une fréquence de 50 fois par seconde. Pourquoi fait-on cela ? On le fait pour pouvoir le transmettre sur de longues distances. On peut amplifier ce signal quelque part avec des transistors? Eh bien, il arrive à la sous-station et là, il y a un transformateur, il te le transforme déjà. Oui, alors si quelqu'un ne sait pas, comment fonctionne un transformateur? Voilà, donc le transformateur, en fait, c'est ce qu'il a fait et c'est là le mérite de Nikola Tesla. C'est grâce à lui qu'il a été possible de créer un réseau centralisé d'électricité dont l'humanité se sert aujourd'hui, en fait. Les villes sont apparues, oui, et les gens, eh bien, ils sont en quelque sorte devenus les otages de ce système. En réalité, oui, parce que l'électricité n'est pas gratuite. Et il s'avère que c'est la ressource principale sur la planète, l'électricité, parce que sans elle, rien ne fonctionne. Absolument rien ne peut fonctionner correctement. Je vais te donner un exemple très concret et facile à comprendre. Avant de rencontrer Rybnikko, je travaillais comme directeur des services communaux. Oui, et tout le monde payait pour l'eau, payait pour l'électricité, payait aussi pour l'enlèvement des ordures, etc. Mais en réalité, tout le monde payait pour l'électricité. C'était la dépense la plus importante, la plus incontournable. Ta pompe, qui pompe l'eau, fonctionne uniquement grâce à l'électricité. Et sans cette énergie, il serait tout simplement impossible d'avoir de l'eau courante chez soi, de faire fonctionner les appareils ménagers, d'éclairer les rues, ou même de permettre aux entreprises et aux hôpitaux de continuer leurs activités. L'électricité est donc devenue, au fil du temps, une nécessité absolue, un élément fondamental de notre vie quotidienne, sans lequel la société moderne ne pourrait tout simplement pas exister ni progresser. C'est l'électricité? Il fonctionne à l'électricité, il fournit de l'eau, et en fait, les gens qui viennent payer soi-disant pour l'eau, ils ne paient pas pour l'eau, mais pour l'électricité, parce que l'eau est gratuite, elle est là, il la pompe, et c'est tout, c'est juste pour le fonctionnement de la pompe. Tu vois? Et donc, l'argent que l'on verse au service public va à notre compagnie d'électricité. On ne paie pas pour l'eau, mais pour l'électricité, tu comprends? Et en réalité, tous les avantages que nous avons aujourd'hui, ils sont électriques. Oui, maintenant, si on coupe l'électricité, c'est fini. On se retrouve à l'âge de pierre. Avec vous, voilà, voici donc la centrale électrique, voici le modèle. Oui, notre centrale électrique, elle est appelée, l'une de ses vocations, probablement grande et mondiale, et que les gens aient leur propre source d'énergie électrique et deviennent moins dépendants des vendeurs, pour ainsi dire. eux, Cette électricité,
Voilà, oui, justement, je voulais conclure ce sujet en parlant du fait qu'il existe une compréhension habituelle de l'énergie, une compréhension habituelle de l'électricité, de sa, disons, disponibilité limitée. Vous avez parlé de l'environnement urbain, de l'attachement à un certain centre, mais qu'apporte la présence d'un tel générateur, de la taille d'un conteneur? Qu'est-ce que cela apporte à une personne? C'est très simple, vraiment très simple. Et même, réfléchir à une telle question me semble un peu étrange, voire inhabituel. Peut-être est-ce parce que je suis né à la campagne, dans un environnement rural, et pour moi, personnellement, j'ai toujours pensé, depuis mon enfance, que si j'avais ma propre source d'énergie électrique, alors tout irait bien, tout serait parfait, j'aurais absolument tout ce qu'il me faut pour vivre confortablement. Je pourrais développer une entreprise, par exemple, une petite entreprise familiale, tout ce qui fonctionne à l'électricité, comme une scie sauteuse, une fraiseuse, ou n'importe quel équipement technologique moderne. Si j'avais de l'électricité gratuite, je pourrais fabriquer des pièces, des produits, et je pourrais les vendre moins cher, parce que je n'aurais pas de frais d'électricité à payer, ce qui réduirait considérablement les coûts de production. Voilà, c'est déjà un point très important. Ensuite, je pourrais par exemple illuminer ma cour avec des ampoules électriques et il ferait plus clair chez moi, ce qui améliorerait la sécurité et le confort. Je ne paierai pas pour l'eau, je ne paierai pas pour le chauffage, parce qu'au final, même si on brûle du bois, si on a sa propre source d'énergie, on peut simplement brancher un radiateur électrique ou se chauffer ainsi, ou alors utiliser d'autres options, comme chauffer l'eau de la maison de façon centralisée. Il y a plein de possibilités, vraiment beaucoup de possibilités. Ensuite, pour l'approvisionnement en eau, froide ou chaude, tous les appareils de la maison fonctionneraient sans problème. Le réfrigérateur qui marche en continu, l'ordinateur, la télévision, bref, tous les appareils électroménagers, ce serait tout simplement merveilleux d'avoir sa propre source d'électricité et un puits d'eau avec de l'eau chaude et froide, sans rien payer du tout. C'est génial, vraiment génial, rien que pour ça. D'ailleurs, en y réfléchissant bien, avoir une telle indépendance énergétique et hydrique, c'est aussi une forme de liberté, une autonomie qui permet de ne pas dépendre des réseaux publics ou des fournisseurs extérieurs. Cela offre une tranquillité d'esprit, une sécurité supplémentaire en cas de coupure ou de problème d'approvisionnement. On peut imaginer aussi que cela permettrait de faire des économies importantes sur le long terme et d'investir cet argent dans d'autres projets, dans l'amélioration de la maison ou dans le bien-être de la famille. En résumé, disposer de sa propre source d'électricité et d'eau, c'est un rêve pour beaucoup de gens et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'idéal, une situation parfaite à laquelle j'aspire depuis toujours. On peut dire que c'est l'indépendance, oui. L'indépendance. Et cette centrale électrique peut alimenter entièrement une maison 16 kW. Il suffit que la personne s'asseye, réfléchisse et tout devient clair. Eh bien, un grand merci à vous pour ce récit à la fois passionnant et vulgarisateur. Chers amis, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, laissez des commentaires, posez vos questions, nous essaierons bien sûr d'y répondre et nous vous attendons dans le prochain épisode. Victor, un grand merci pour cette conversation très riche. Merci Alexandre, merci de m'avoir invité. J'attendrai votre prochaine invitation. Oui, peut-être, s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Nous allons nous préparer. Oui. Merci à vous. Au revoir.